Tu penses que faire des daily stand-up, c'est être agile? Tu crois qu'il faut absolument faire des sprints pour être agile? Tu crois que l'approche agile a démarré avec le manifeste agile en 2001? Ça date de quand ce truc qu'on appelle agile et qui est dans la bouche de tout le monde dans le milieu professionnel? Beaucoup de gens sont mal renseignés sur ce sujet. Aujourd'hui, on forme des managers à des méthodologies et ils ressortent bardés de certifications sans réellement comprendre ce qu'ils ont appris. Ils suivent by the book les directives et pensent qu'on peut coacher une équipe en gérant des post-it, des Jira ou des ateliers d'animation. On est complètement à côté de la philosophie agile, croyez-moi. Pour bien comprendre un concept, il faut d'abord commencer par comprendre son histoire. Comment est-il né? Dans quelles conditions? Et ensuite seulement, on pourra saisir le sens. Et une fois qu'on a compris tout ça, on balaye déjà 80% des fausses idées qui circulent à son propos. Alors, je vais te conter l'histoire de l'approche agile qui est intimement liée à l'histoire de l'informatique. Au début, les premiers ordinateurs étaient soit présents dans les universités pour la recherche, soit utilisés par les services de renseignement militaire pour les décryptages de messages. Mais dans les années 60, les premiers ordinateurs sont déployés dans le milieu professionnel. Leur apparition a été un véritable disrupteur dans les habitudes des employés. Il a fallu former le personnel à ce nouvel outil qu'est l'ordinateur. Les programmes à l'époque étaient très rudimentaires et étaient mis à la disposition des travailleurs. La plupart utilisaient des terminaux reliés entre eux pour faciliter le déploiement des nouvelles versions. Mais certains programmes nécessitent le déplacement sur place afin d'être installés. Comme toute nouvelle technologie, énormément de questions sont soulevées, mais une est fondamentale. Un programme informatique, est-ce un produit ou un service? Très bonne question. Prenons l'exemple d'un produit banal, une table basse. Quand on construit une table et qu'on la met en vente, la table est finie. Le produit est terminé. Le client utilisera la table telle qu'elle est. Et si demain il veut faire une table de salle à manger, il lui faudra en acheter une autre. Or, un programme peut évoluer constamment, et ce, pour plusieurs raisons. Un nouveau besoin, une nouvelle législation ou une nouvelle technologie. Mine de rien, cette différence est fondamentale, puisqu'à partir de cette réponse, toute une série de questions vont en découler. Par exemple, si des changements sont à prévoir en cours de développement, alors comment programmer sans risque de devoir tout refaire? Et si des changements peuvent se produire après la livraison du produit, comment concevoir sans risque de devoir tout refaire? Cette question du changement est la pierre angulaire de l'approche agile. Mais on y reviendra plus tard. Dès les débuts des fonctions des programmeurs en entreprise, on comprend rapidement qu'il va falloir travailler en équipe. On a besoin de programmeurs, d'analystes, de testeurs, mais aussi de personnes qualifiées dans le métier dans lequel le programme informatique est apporté. Ben oui, si je programme pour un métier, le droit, la finance, la vente, le médical, peu importe le secteur, je suis censé être au courant du métier, connaître son lexique, comprendre son fonctionnement pour informatiser ses tâches au quotidien. Si je programme une solution pour une bibliothèque, je dois savoir ce qu'est un titre, un numéro d'édition, un numéro d'ISBN. Si c'est une bibliothèque publique, que prévoit la loi en cas de retour en retard? Que prévoit la loi en termes de livres volés? Que prévoit la loi pour les articles non rendus? Quelles informations à propos d'un abonné peuvent être enregistrées? On pense que c'est juste un système pour louer des livres, mais c'est énormément beaucoup plus complexe que ce qu'on a tendance à croire. Bref, vous avez compris, on travaille en équipe. Faisons le point jusqu'ici. On a parlé de changement, on a parlé d'équipe, mais il y a une troisième notion qui va énormément nous intéresser. Remontons dans le temps. Dans les années 60, les premiers programmeurs ne sont pas nécessairement des gens formés à l'informatique. La plupart sont des anciens universitaires, des ingénieurs, des architectes, des mathématiciens, des scientifiques, tous reconvertis à la programmation informatique. Souvent, ce sont des pères de famille qui avoisinent la trentaine et qui souhaitent s'essayer à quelque chose de nouveau dans leur travail. Ce sont des profils matures et responsables. Ils travaillent durant les heures fixées par leur employé, rentrent chez eux et dorment à des heures raisonnables. Mais dans les années 70-80, tout commence à changer. D'abord parce que la population de programmeurs rajeunit rapidement. Des jeunes diplômés de 21 ans débarquent en entreprise. Ils sont dynamiques mais ont grandi avec des jeux vidéo. Ils ont un PC à la maison. Ils dorment tard et sont parfois moins disciplinés sur les heures de travail. Et puis, il y a un deuxième facteur, l'explosion de la complexité technique. On ne code plus des petits programmes isolés. On construit des systèmes interconnectés avec des millions de lignes de code. Et donc, aucun cerveau humain ne peut maîtriser l'ensemble du système à lui tout seul. Nous avons donc deux problèmes majeurs. Une nouvelle génération qui a besoin de cadres, une complexité telle qu'il faut coordonner les efforts de dizaines de personnes pour que ça marche. Et c'est là qu'on a besoin de managers. Un rôle qui consiste à coordonner cette complexité et à encadrer des équipes. Mais cela va faire naître un autre problème. Les managers compétents en programmation sont une denrée rare. D'abord parce qu'il faut de l'expérience pour être manager,
et accepter les responsabilités qui vont avec. Et puis, si on est un programmeur avec de l'expérience, il faut accepter de ne plus faire ce que l'on aime, c'est-à-dire de la programmation, et faire de la gestion. En général, si les ingénieurs passent autant de temps devant leurs ordinateurs, c'est peut-être parce qu'ils préfèrent la logique binaire plutôt que de gérer des émotions humaines. Du coup, très peu d'anciens programmeurs sont des managers. Ou alors, ils échouent dans ce rôle. Car ce rôle demande des soft skills qu'ils n'ont pas nécessairement envie de développer. Bref, le profil du manager est soit un jeune diplômé d'une école de management qui n'a pas d'expérience en informatique, ou alors un ancien programmeur qui a une grande expérience en informatique et en programmation, mais pas en gestion humaine. Nous avons donc 3 notions qui participent à la naissance de l'approche agile. Le changement, l'équipe et le management, souvent inadaptés. L'une de ces 3 notions va faire basculer le monde de l'informatique vers l'approche agile. Le management. En 2001, des big brains américains de la programmation comme Robert C. Martin, Martin Fowler, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas, Andrew Hunt se réunissent dans un hôtel à Snowbird dans l'Utah. Leur but était de définir une approche pour la gestion de projets informatiques. Ils en ont marre de ces managers qui gèrent le développement d'un software comme on gérerait le développement d'un produit quelconque en usine. Pour eux, la gestion de projets informatiques a besoin d'une approche particulière, une approche basée sur l'expérience concrète du terrain. D'ailleurs, ils excluent littéralement le mot management de leur vocabulaire. Ensemble, ils vont rédiger un manifeste qui définit les valeurs suivantes. Les individus et leur interaction plutôt que les processus et les outils, un logiciel qui fonctionne plutôt que de la documentation exhaustive, la collaboration avec le client plutôt que la négociation de contrats, l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. À présent, il faut lui donner un nom. Ils pensent à Lightweight Development, qui signifie développement léger. Puis, ils trouvent que ça ne fait pas très marketing, alors ils optent pour le nom Agile, en français agile. Jusqu'ici, l'approche la plus célèbre utilisée dans les entreprises et enseignée dans les écoles était l'approche Waterfall, une grande supercherie du siècle dernier qui mérite une vidéo à elle toute seule. À présent, l'approche agile est capturée dans des revues informatiques et dans des ouvrages. La méthodologie Scrum, dont les premières mentions datent de la fin des années 90, se voit développer un framework complet compatible avec les valeurs du manifeste agile. On commence à distribuer des formations certifiantes et payantes allant parfois jusqu'à 1500 €. Un véritable marché de la certification voit le jour, avec Lean, Six Sigma, XP, DAD, Kanban ou d'autres frameworks à l'échelle comme SAFe, Less et plein d'autres qui viennent étoffer les CV des managers. Aujourd'hui, les managers ne sont pas formés, ils sont formatés. C'est comme taper sur un clou, ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre. Ils suivent à la lettre ce qu'ils découvrent dans leur formation et pensent qu'en faisant des sprints et des daily stand-up, on est agile. L'esprit même de l'agilité est complètement vidé de sa substance. Non pas à cause des formations, mais à cause du manque de maturité et d'approche académique sur l'essence de la philosophie agile. En tout cas, c'est de là qu'est née cette croyance que l'approche agile est née en 2001. Oui, le nom agile est né en 2001, mais l'approche date de l'aube de l'humanité. Voyons ce que répond Robert C. Martin, co-auteur du manifeste agile, dans son livre Clean Agile. Quand l'agilité a-t-elle vu le jour? Probablement il y a plus de 50 000 ans lorsque les humains ont commencé à collaborer pour atteindre un objectif commun. L'idée de choisir des petits objectifs intermédiaires et de mesurer le progrès accompli après chacun d'eux est tout simplement trop intuitive et trop humain pour être considérée comme une révolution. Autrement dit, Robert Martin nous explique que l'approche agile a en réalité toujours existé et qu'en 2001, ce n'est pas nécessairement une révolution. Pour illustrer mon propos, prenons un petit exemple simple. Imaginez-vous dans une pièce éclairée. Tout d'un coup, la lumière s'éteint et vous vous retrouvez dans l'obscurité la plus totale. Quelle est selon vous l'approche la plus naturelle pour sortir de cette pièce? Faire un plan en mesurant votre emplacement et celui de la porte, estimer le nombre de pas et faire de grands pas en courant vers la sortie, ça, c'est l'approche waterfall. Ou alors, faire de petits pas, placer vos mains vers l'avant pour essayer de toucher un mur. Une fois arrivé au mur, vous avancez lentement et prudemment en tapotant pour vérifier si vous êtes arrivé à la porte. On voit bien que l'approche naturelle est d'avancer par petits pas. À chaque contact avec le mur, nous récoltons un feedback et nous savons si nous allons dans la bonne direction. Nous répétons ce mouvement jusqu'à la sortie. L'obscurité représente ici l'incertitude, qui est l'aspect fondamental de tout projet informatique. Voilà donc ce qu'est l'approche agile. Une progression par petits pas. Chacun de ces pas symbolise une expérience de bout en bout et au bout, un feedback qui nous informe sur la progression. Et ça, c'est naturel, ça n'a pas été inventé en 2001. Alors, pour être agile,
arrêtez de chercher la solution dans un manuel. Comprenez deux choses. Cherchez le feedback le plus rapidement possible et cherchez l'adaptation. Si vous avez aimé cette remise à l'heure des pendules, abonnez-vous pour plus de contenu sur le management. Si vous voulez devenir un vrai manager qui comprend ce qu'il fait, rejoignez notre programme The Amazing Manager. Le lien en description. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!